Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, on va vivre l'événement en direct dans une demi-heure, la communication de la Réserve fédérale américaine avec le communiqué qui tombera donc à 19h heure française ce soir. On a seulement 5 heures de décalage avec la côte est des États-Unis pendant les prochains jours et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Jérôme Powell s'exprimera à partir de 19h30. Le marché est dans l'attente de cette communication de la Fed. Je ne sais pas si ce sera la réunion de l'année. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes de la part du marché. Un marché qui estime qu'il a encore le droit de laisser monter les taux d'intérêt puisque le 10 ans américain remonte quasiment jusqu'à 1,70% au moment où on se parle. On marque un nouveau pic de ce point de vue-là dans cette période post-crise pandémique. On notera le dollar également, toujours aussi ferme, avec un euro-dollar autour de 1,19 actuellement et des marchés actions qui sont relativement calmes. En Europe, en tout cas, le Nasdaq est un peu sous pression aux États-Unis avec la remontée des taux, mais l'Europe a été plutôt sage aujourd'hui et d'ailleurs le CAC 40 termine à l'équilibre sans tendance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La Fed, ce sera bien sûr le gros sujet de notre discussion de marché avec nos deux invités ce soir qui seront avec nous dans Planète Marché pendant une quarantaine de minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, comme chaque soir, sera consacré au thème de la biodiversité. On en parlera avec le responsable de la recherche d'Ociam, Carmine Del Franco, qui sera avec nous en plateau en direct à 19h15. Tendance, mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe et c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui perd 1 point par rapport à sa clôture hier et qui clôture donc ce soir à 6054 points. Les investisseurs attendent la prise de parole de Jérôme Powell ce soir à 19h suite à la réunion de politique monétaire de la Fed qui a débuté hier. Une prise de parole qui sera suivie avec beaucoup d'intérêt avec notamment 3 sujets attendus, les projections de croissance, les anticipations d'inflation et les prévisions en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt donc de la Réserve fédérale. Les investisseurs craignent en effet que l'amélioration de l'environnement économique ne force l'institution à procéder à une réduction de son soutien à l'économie américaine plutôt que prévu. Une amélioration ressentie grâce à l'accélération de la campagne de vaccination, la publication de statistiques encourageantes ou encore l'adoption du plan de relance que Jérôme Powell avait d'ailleurs appelé de ses voeux avant l'élection de Joe Biden. 3 facteurs qui pourraient forcer la Fed à réduire le montant de ses rachats d'actifs avant 2023, l'échéance fixée par la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Si Jérôme Powell et d'autres représentants de la Fed ainsi que Janet Yellen ont multiplié les discours rassurants à ce sujet ces dernières semaines, estimant notamment que les objectifs de la Fed en matière d'emploi ou encore d'inflation étaient loin d'être atteints. Ces craintes se ressentent toujours dans les rendements obligataires aux États-Unis qui battent de nouveaux records avec un taux à 10 ans aux États-Unis à 1,68% ce soir, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,44%. Du côté des statistiques à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui, on notera que l'inflation en zone euro est confirmée à 0,9% sur un an au mois de février. Sur un mois, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2%, portés notamment par les prix des services ou encore des denrées alimentaires. Du côté des valeurs, à présent, on notera que Orpea a annoncé ce matin viser une progression de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur l'année en cours. L'exploitant de maisons de retraite a publié pour l'année 2020 des résultats affectés par la pandémie avec un résultat net part du groupe en recul de plus de 30% à 160 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% sur l'année. Elior cède près de 7% ce soir après avoir annoncé avoir contracté un PGE de 225 millions d'euros. Et on notera que les valeurs automobiles progressent ce soir malgré les immatriculations de voitures neuves qui ont reculé de près de 20% au mois de février. Stellantis gagne 1,17%, Renault gagne 2,9%, Valeo gagne 4,6% et Forestia gagne un peu plus de 7%. On notera également que suite à la décision de HSBC de se séparer de sa filiale banque de détail en France, le fonds américain Cerberus serait entré en négociation exclusive pour son rachat. Si aucun montant n'a été divulgué pour le moment, le fonds Cerberus
Russe aurait notamment donné des gages pour une migration informatique rapide, un des critères décisifs énoncés par HSBC. Demain, les investisseurs suivront de près la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre après avoir découvert donc celle de la Fed ce soir à 19h. Christine Lagarde prendra également la parole de son côté demain. Elle prendra la parole devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen avec notamment cette question qui animera les échanges. Comment éviter qu'un arrêt brutal des aides de la BCE ne vienne fragiliser l'économie européenne le jour où elle aura retrouvé le chemin de la croissance. Les investisseurs découvriront également, comme toutes les semaines, les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis, mais aussi l'indice des indicateurs avancés du Conference Board aux États-Unis toujours. Et côté entreprise, on notera essentiellement la publication de résultats trimestriels à l'international, les résultats trimestriels d'Accenture, de FedEx ou encore de Nike. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour discuter des sujets de marché. Le sujet principal étant quand même la réunion de la Réserve fédérale américaine qui se termine avec une communication attendue dans une demi-heure. On vivra pleinement ce moment en direct dans cette émission. Jérôme Powell s'exprimera à partir de 19h30 heure française. Et pour discuter de ce sujet, entre autres, Vincent Lecartier est à mes côtés en plateau, gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Et puis un autre Vincent qui nous accompagne à distance, Vincent Genzi. Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous au bout du fil. Vous êtes le stratège de Cholet-Dupont. Vincent Lecartier en plateau. Commençons donc sur le sujet, la Réserve fédérale américaine. Et je le disais, allons-y gaiement, vivons pleinement ce moment. Il y a un sujet que les investisseurs vont regarder en premier lieu à 19h quand le communiqué va tomber, c'est les perspectives, les anticipations de niveau de taux directeur à horizon 2023. On va voir si la médiane a bougé. Chaque trimestre, les membres de la Fed donnent leurs projections de taux sur les prochaines années, 2021, 2022, 2023, et puis les taux sur le très long terme. Pourquoi est-ce que le marché va être focalisé sur ces anticipations de taux directeurs horizon 2023 ? Alors, 2023, c'est le moment où le marché imagine qu'il y aura nécessairement une hausse des taux. Alors, jusqu'à présent, lors de la dernière réunion de la Fed, vous avez 17 gouverneurs qui se réunissent. Vous en avez 12 qui se sont exprimés en disant qu'il y aura un statu quo à l'échéance de la fin de l'année 2023, et vous en avez 5 qui se sont exprimés comme quoi il risquait d'y avoir déjà une hausse de taux cette année-là. Donc la question est de savoir si les gouverneurs vont, certains d'entre eux en tout cas, vont modifier leur perspective, se disant qu'effectivement la mise en surchauffe de l'économie telle qu'elle est mise en place à l'heure actuelle par l'équipe de Biden, donc avec le plan de soutien, puisqu'on n'en est pas encore à la relance, le plan de soutien de 1900 milliards qui est en train de se mettre en place, que ça va mettre en surchauffe l'économie, très bien pour la croissance, mais par contre vous avez la contrainte en face de ça de l'inflation, et que du coup une des missions importantes de la Fed, c'est de surveiller l'inflation. Donc il va peut-être falloir envisager de remonter les taux d'intérêt à l'échéance de 2023 si effectivement la remontée d'inflation se faisait être trop forte. Entre un marché qui anticipe 2 à 3 hausses de taux peut-être en 2023, c'est à peu près ce que le marché intègre aujourd'hui, et une Fed qui, jusqu'à aujourd'hui, nous a dit il n'y aura pas de hausse de taux ni cette année, ni l'an prochain, ni en 2023. Est-ce qu'il y a un juste équilibre à trouver, Vincent ? Le problème, c'est que je pense que la Fed est un petit peu comme les opérateurs de marché. Elle est perdue en termes de croissance, en termes de chômage et en termes d'inflation. C'est aujourd'hui extrêmement difficile de faire des prévisions qui soient fiables, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir un nouveau plan, pour le coup, de relance, qui va être annoncé prochainement, donc certainement durant l'année, mais on pourrait même avoir quelque chose dès demain, d'après les rumeurs. Le plan d'infrastructure, hein, c'est ça, quand on dit le plan de relance, c'est le plan d'infrastructure qu'on attend. Oui, effectivement, c'est l'Arlésienne, mais voilà, on sent qu'on est peut-être pas loin d'avoir des annonces, en tout cas de l'administration américaine. Le premier plan de soutien, celui de 1900 milliards, celui-là, on sait qu'il va provoquer une inflation conjoncturelle.
Par contre, le deuxième, dans la mesure où là, vous réformez en profondeur l'économie, il est possible que s'il soit surdimensionné, là, pour le coup, il provoque une inflation structurelle. Auquel cas, il faudrait effectivement que la Fed envisage de réagir. Alors, la Fed, pour le moment, a laissé entendre que... dans la mesure où, depuis des années, le niveau de 2% qui est ciblé d'inflation n'était pas atteint, qu'elle pouvait se permettre tranquillement de dépasser ce niveau pendant un certain temps. Le problème, c'est que le marché aimerait bien savoir ce que veut dire le combien au-dessus et combien de temps. Donc c'est la fonction de réaction de la Fed que le marché aimerait bien maîtriser. Et la Fed n'a jamais précisé ces éléments. Non, et c'est ça ce que le marché aimerait bien savoir. Et je pense que du coup, le marché teste la résistance de la Fed pour voir jusqu'où est sa sensibilité. Alors, elle a 3 missions. La première mission, c'est le chômage. Donc là, on est tranquille. Vu ce qui s'est passé, on en a pour au moins un an avant d'envisager de retrouver à peu près un chômage plancher. Donc là, on est tranquille. L'inflation, point d'interrogation. Là, on ne sait absolument pas. Et la troisième chose, c'est l'instabilité financière. Donc l'instabilité financière, si le marché titille un petit peu trop la Fed, il est possible qu'elle se mette à réagir. Et je pense que c'est ça ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle avec cette réunion spécifique. C'est de tester le niveau de résistance de la Fed pour voir si elle craque et qu'elle dévoile à ce moment-là un petit peu de sa fonction de réaction, notamment est-ce qu'elle va bouger par exemple des interventions du court terme vers le long terme sur la courbe des taux, enfin voilà, des détails un petit peu techniques sur comment elle pourrait réagir. Est-ce que tactiquement, on est dans un jeu entre le marché et la Fed, est-ce que Powell, alors même que l'inflation n'a pas encore dépassé les 2%. On sait que ça va venir, on sait que ce sera mécanique et on sait que ça va durer au moins quelques mois au cours de cette année 2021. Mais on n'en est toujours pas là. Est-ce que Powell a intérêt à préciser cette ambiguïté volontaire qu'il a maintenue jusqu'à présent ? Je pense qu'il a intérêt à insister sur le fait que l'instabilité financière soit quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc on va beaucoup trop vite vers cet objectif de 2% sur les rendements obligataires à 10 ans américains et que 2% sur le rendement obligataire américain, ça voudrait dire grosso modo qu'on rebascule en taux d'intérêt réel positif ou nul, mais plus négatif comme on y est aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose qui se passerait. Par ailleurs, 2%, ça voudrait dire aussi qu'un certain nombre d'investisseurs, assez logiquement, commencent à se réintéresser au marché obligataire. Donc, si vous êtes un investisseur japonais avec des taux d'intérêt à 0, que vous bénéficiez potentiellement de taux d'intérêt à 2% aux États-Unis, avec en plus un différentiel de change qui est en train de s'apprécier, vous y réfléchissez. Donc, de toute façon, il y aura probablement par le marché lui-même, mais une les certaine réaction. Ils sont dans le marché. C'est pour ça que la Fed, de mon point de vue, n'a pas forcément intérêt à agir. Elle a intérêt à essayer de faire peur au marché en lui rappelant qu'elle est capable de faire un certain nombre de choses, mais pas forcément d'agir. Bon, le bras de fer intéressant entre le marché et Jérôme Powell. Vincent Genzi, vos commentaires, vos remarques, qu'est-ce que vous attendez de cette communication de Jérôme Powell ? Le communiqué de la Fed va tomber tout à l'heure et puis Jérôme Powell s'exprimera ensuite. À quoi est-ce que vous allez être attentif et qu'est-ce qu'on peut imaginer de la stratégie ou de la tactique de la Réserve fédérale américaine à ce stade ? Non, mais c'est ce que l'on sait déjà a été évoqué. C'est-à-dire que la Fed a dit qu'elle se laisserait cette fois-ci du temps pour réagir et qu'elle attendrait que l'inflation reste durablement au-dessus de son objectif pendant un certain temps avant de commencer à remonter les taux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le point de départ de la remontée des taux qui préoccupe les marchés, c'est-à-dire 2023, fin 2022 ou 2024. Non, je pense que c'est surtout la position de la Fed et la crainte. Enfin, ce que les marchés aimeraient savoir, c'est si la Fed risque de se laisser emporter par le mouvement ou non. De deux manières. À la fois, si l'inflation était plus forte qu'attendue, est-ce qu'elle céderait et est-ce qu'elle remonterait ses taux précocement alors que ce n'est absolument pas prévu aujourd'hui ? Et ça, je pense que là-dessus, Powell peut peut-être l'exprimer un petit peu, mais pas aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est est-ce que, à l'inverse, si les taux du fait des pressions de marché montent trop, est-ce que Powell commence à céder et à donner des indications sur des opérations cuisses, c'est-à-dire éventuellement racheter un petit peu plus d'obligations moyen terme, long terme, et moins d'obligations court terme. Et de ce point de vue-là, Powell, il a déjà quelque chose à son passif ou à son actif, ça dépend de quel côté on se place. C'est que, je ne sais plus si c'était fin 2019 ou fin
fin 2018. Mais à un moment donné, les marchés avaient fait pression pour qu'ils allègent un petit peu la tension sur le marché, et puis ils n'avaient rien dit. Je pense que c'était en 2018 quand on était au moment du choc avec, bien sûr, il y avait un début de cycle de hausse de taux, c'est ça, qui avait été stoppé net sous la pression des marchés. Exactement. Et donc les marchés n'avaient pas été contents de son intervention. 15 jours après, il y avait eu un petit peu de tension financière sur les marchés actions. Et là, Powell avait dit tout de suite, ah mais attendez, vous m'avez mal compris. Moi, je vous ai bien dit que je serais vigilant et que je ferais attention. Revirement le plus rapide de l'histoire des banques centrales. Ça s'était joué en 15 jours, vous l'avez dit, Vincent. Exactement, en 15 jours. Alors, est-ce qu'on est déjà dans la même situation? Est-ce qu'à 1,70, les taux longs et les taux réels que nous avons, qui sont toujours négatifs, menacent l'économie? Non. Est-ce qu'ils menacent les marchés obligataires? Pas vraiment, c'est une question de rythme. Si on monte par étapes progressives avec des petits retours au calme comme on l'a connu depuis 10 jours, on peut peut-être continuer à grappiller vers le haut sans que les marchés s'inquiètent. Et même au niveau des marchés actions, si la remontée des taux se fait de manière relativement ordonnée et qu'on reste sur des niveaux entre 1,75 et 2, on voit bien qu'il y a suffisamment de vigueur à la fois dans les perspectives économiques aux États-Unis, dans le momentum, dans la rotation sectorielle qui se fait, pour permettre au marché globalement de tenir. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des effets de levier un petit peu partout sur les marchés et qu'on n'est pas à l'abri de débouclements spéculatifs qui feraient un petit peu de tension. Sans compter que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas la première fois que les marchés s'amusent à tenter un petit peu, à titiller un peu la Banque centrale pour essayer d'obtenir une réaction. Ça me semble quand même trop tôt aujourd'hui. S'il faut passer par un petit peu d'affolement par les marchés, ça me désolerait, mais ça peut peut-être arriver. Moi, je pense quand même à avoir la réaction des marchés depuis 15 jours, 3 semaines, et des commentaires que font tous les stratégistes américains. Ils ont quand même tous tempéré un petit peu en disant halte au feu, les taux peuvent remonter, ça n'a rien de dramatique. Et d'ailleurs, les marchés, même le Nasdaq, il avait commencé à rebondir un petit peu, alors que les taux n'avaient pas franchement baissé, ils s'étaient juste stabilisés. Donc, je ne sais pas si on va vraiment arriver à cette phase de tension à l'issue du communiqué de ce soir. Moi, je pensais qu'on n'apprendrait pas grand-chose. Il va peut-être parler un petit peu d'aspect technique de refinancement du marché. On parlait de la stabilité financière et du fonctionnement du marché monétaire et interbancaire. Ça, c'est important, bien sûr. Mais est-ce qu'il va déjà dévoiler aujourd'hui quelque chose alors que les taux sont un peu au-dessus de 1,60 ? Je suis pas certain. Quant aux anticipations de taux, les dots à 2023, je ne sais pas si c'est vraiment le souci actuel. Ce sera la petite histoire du jour. C'est pas sûr que ce soit la grande histoire effectivement de cette réunion. Vincent Lecartier, c'est intéressant effectivement de voir comment le marché s'acclimate, s'adapte à l'idée de cette remontée des taux longs. En début d'année, on était autour de 1% sur le 10 ans américain. Tout le monde disait oula, 1,50, au-delà de 1,50, ça va être très difficile, ça va être compliqué. Bon, on a franchi 1,50. Oui, le Nasdaq a reculé pendant 2-3 semaines. On a perdu un peu plus de 10% sur le Nasdaq. Et puis depuis qu'on a franchi ces 1,50, on voit même la semaine dernière le Nasdaq qui a réussi à rebondir quand même sur quelques séances. Et puis maintenant, le seuil de douleur, quand on interroge les gérants, Bank of America le fait tous les mois, quand on leur pose la question de quel est le seuil de douleur pour le marché action quand on regarde le 10 ans américain, ils disent maintenant c'est 2%. Voilà, c'était il y a 1,50 il y a quelques mois, maintenant on est prêt à accepter 2%. On s'adapte ? Le marché action s'adapte ? Oui, facilement. Non, le 1,50, je pense qu'en fait, et moi je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était effectivement la cible. Le 1,50, pour moi, le pendant de cette hypothèse, c'était de dire que le 1900 milliards ne serait jamais signé et qu'on aurait une enveloppe beaucoup plus faible. Ce qui voulait dire que déjà, la dose de surchauffe économique qu'on pouvait attendre ne justifiait pas de monter au-delà d'un 50. La deuxième chose, c'est que le calendrier d'arrivée du deuxième plan, c'était du plan infrastructure, me paraissait là aussi un petit peu plus éloigné que ce que ça semble être. Donc c'est plus une question de surcharge, de surchauffe que les États-Unis sont en train de mettre en place, qui du coup... La vitesse de déploiement, vous dites, de cet arsenal. Exactement, c'est absolument monstrueux. Donc effectivement, le marché derrière ne peut que prendre l'hypothèse que
une grosse partie de ces enveloppes va effectivement être mise en place, que la surchauffe économique va s'activer et que du coup, il faut corriger les hypothèses de croissance et les hypothèses d'inflation. Donc c'est assez logique. Pour moi, ça ne pose pas de problème particulier à ce niveau-là. Est-ce que 2% c'est insupportable ? Si vous avez une croissance qui va probablement être de 6 à 8% cette année potentiellement aux États-Unis, je ne vois absolument pas où est le sujet. Ouais. Et on aura évidemment une croissance encore très très forte l'année prochaine encore. Donc c'est absolument pas un sujet. 2%. Même si ça pèse sur la valorisation de certaines actions et de certaines parties du marché action, il y a une telle croissance en face, vous dites que bon, finalement, l'un dans l'autre... J'ai tendance à dire qu'en termes de valorisation, c'est un problème ponctuel qu'on va effacer très vite. Par contre, sur les sociétés zombies qui, elles, ont besoin de se refinancer, là, plus on monte, plus ça devient compliqué et il y a un risque de mortalité important. Alors, une des choses qui est favorable aux États-Unis, c'est que dans les zombies qu'on soupçonne de façon importante, il y avait le secteur pétrolier. Sauf que comme les prix du pétrole ont beaucoup monté, le risque de faillite de ces sociétés, il a beaucoup diminué. Donc en réalité, le risque de faillite en série et de défaut de paiement aux États-Unis, il a quand même pas mal diminué. Donc un 2% me semble gérable aujourd'hui pour les marchés. Et je pense qu'en termes d'actualisation... Voilà, c'est pas un sujet pour des GAFAM. Quand vous regardez les perspectives de croissance qu'elles ont, le cash qu'elles ont, et le cash qu'elles ont aujourd'hui, en plus, il va être rémunéré de façon beaucoup plus importante que ce qu'il était rémunéré en fin d'année, puisque vous passez de 1% à 1,70 aujourd'hui. Donc leur trésorerie, elle va être bien rémunérée. Donc, non, je pense que pour ces sociétés, c'est absolument pas un sujet. Oui, ces GAFAM, elles ont connu des parcours superbes avec des taux américains qui étaient quand même le risque est ailleurs sur les GAFAM. Le risque est ailleurs sur les GAFAM. Vincent Genzi, vos commentaires à nouveau. Et effectivement, je veux bien qu'on revienne aussi sur le point de la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire américain au moment où on se parle. Alors c'était quand ? La semaine dernière, Joe Biden signait l'American Rescue Plan de 1900 milliards de dollars. Au moment où on se parle, il y a déjà 242 milliards de dollars de chèques qui ont été envoyés à 90 millions de foyers américains. À peu près la moitié de la somme qui était destinée effectivement aux ménages américains a déjà été envoyée. Et on parle peut-être désormais d'un plan d'infrastructure qui pourrait être dévoilé dans les prochains jours. Ça va extrêmement vite, Vincent. Oui, on ne peut pas en dire autant de la situation et du plan de relance européen, malheureusement. Non, c'est normal que ça aille vite. Madame Yellen l'avait dit, think big et aller vite, donc ça ne m'étonne pas trop. En revanche, je pense que le marché s'enflamme et s'emballe un petit peu vite sur le plan de relance dans les infrastructures pour deux choses. Premièrement, il n'est pas certain que ça va être aussi rapidement, parce qu'il va falloir quand même qu'il ait une majorité pour pouvoir le voter. Et il a déjà fait appel une fois à la réconciliation pour le premier plan. Donc pour le deuxième, je pense que ça peut être un petit peu plus long. Deuxièmement, il faut quand même mettre les chiffres en face. Là, on parle de 1900 milliards sur le premier plan de relance, qui est déployé cette année. Quand on parle de 2000 milliards ou plus sur le plan de l'infrastructure, c'est pas en one shot, c'est sur 10 ans. Et le temps que l'argent arrive dans les États, parce que ce sont les États qui font les infrastructures, c'est pas le gouvernement. Donc le temps que tout ceci se déploie, l'impact au niveau économique, il va être beaucoup plus lent. Alors c'est vrai que même si ce n'est que 10% de 2000 milliards, ça fait quand même 200 milliards supplémentaires qui seraient peut-être déployés dans le courant de l'année. Oui, c'est vrai que on n'en a peut-être pas tout à fait besoin et ça pourrait donner un petit peu de tension ou un petit peu de croissance supplémentaire. Mais enfin, c'est quand même pas le même ordre de grandeur. Il faut relativiser un petit peu. Et puis, il y a autre chose qu'il faut également surveiller, c'est que ce qui m'inquiète plus aussi, c'est que ce que l'État va donner de manière budgétaire, on commence à voir qu'il est prêt à le reprendre de l'autre manière fiscale. On pensait que la pression fiscale n'était pas du tout à craindre pour 2022, ou en tout cas pas du tout pour 2021 et éventuellement pour 2022, et on voit bien que là, au-delà d'un relèvement du taux d'ISF qui serait, enfin d'IS, d'impôt sur les sociétés qui serait remonté à 28%, ce qui était indiqué dans les projets de campagne de Biden, on commence aussi à reparler d'une taxation plus importante des revenus, pour les revenus, d'une taxation plus importante des plus-values boursières, et
ça a beaucoup d'impacts qu'on ne mesure pas encore. Parce que si vous avez un impact de relance budgétaire qui, sur le plan économique, relance la machine, relance l'emploi, relance les résultats, les chiffres d'affaires des entreprises, de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir une relance de la fiscalité qui va complètement compenser ces effets. Ouais. Et avoir aussi un petit effet récessif quelque part. Donc, je pense que c'est très difficile. Premièrement, parce on est loin d'avoir tous les éléments de réflexion. Et deuxièmement, les marchés vont très vite. Donc, je crois qu'il faut savoir temporiser un petit peu. Il faut avoir ces éléments, ces aspects en vue. Il ne faut pas les oublier. Il faut les surveiller. Mais de là à prendre des décisions importantes en termes d'investissement et de changement d'allocation, ça me semble prématuré. Moi, ce que je regarde surtout, c'est qu'il y a un an, il y a 6 mois, on était dans une récession qu'on n'avait jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale ou les années 30, selon les pays, qu'on est en début de cycle économique et que quoi qu'il arrive, quand on est en début de cycle économique, tant que les taux réels ne sont pas revenus au moins à 1%, donc avec une inflation de 2, il faudrait qu'on ait des taux à 3, avant qu'on se mette à penser à la possibilité, à un soupçon que la croissance économique s'arrête. Donc on a du temps devant nous. On est dans un marché qui va rester porteur. Que de temps en temps, il y ait des anomalies, il y ait des doutes, que ça vienne des taux, que ça vienne de la fiscalité. De la fiscalité, ou même sur le plan des vaccinations, ou du virus, d'une recrudescence de la contagion, c'est possible. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la grande crainte d'être sous une contagion durable, elle est en train de s'effacer, c'est plus la priorité. Que la grande crainte d'avoir une croissance durablement plombée avec des effets récessifs durables à cause de toutes les faillites, etc. On voit bien que ça ne va pas se faire parce que tous les États vont retirer leur soutien très progressivement. On ne va pas laisser aujourd'hui les gens faire faillite alors qu'on les a soutenus pendant un an. Donc, il y aura du soutien durablement. Et donc, entre la croissance, les résultats qui vont continuer à progresser parce qu'on est en début de cycle aux États-Unis, mais aussi en Europe, ça nous donne finalement un contexte qui reste toujours porteur pour les actions. Pourquoi ? Parce que les actions par rapport aux taux ne sont pas encore trop chères. Il y a encore une prime de risque qui permet d'absorber les taux. Et c'est ça qui ressortira. Et c'est ça qui explique que les marchés ont continué à faire des plus hauts alors que les taux sont passés de 1,20 à 1,30, de 1,30 à 1,40, de 1,40 à 1,50. Il y a une endurance et encore, on a une prime de risque qui nous laisse à l'aise. On serait beaucoup moins à l'aise si on devait avoir un retournement de conjoncture, un retour en récession dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui viennent. Alors là, les marchés actions auraient de vraies raisons de s'inquiéter. Mais tant qu'on est en phase de rebond économique avec de la croissance des résultats, tout ceci va amplement compenser l'impact négatif lié à la petite remontée des taux, tant que celle-ci se fait de manière graduelle. Vincent Lecartier, c'est vrai que quoi que nous dise Jérôme Powell ce soir, et ça fera sans doute bouger un peu les marchés, enfin, chaque baisse du marché action est à mettre à profit. On est dans un tel moment, une telle intensité de soutien, un tel momentum de croissance que c'est impossible d'être baissier sur le marché aujourd'hui. Exactement. Ouais, vous êtes d'accord avec ça ? Exactement. Ouais. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'effectivement, même si les taux d'intérêt se tendent, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut se précipiter sur les valeurs qui sont en train de tomber un petit peu à cause de ça. Donc en clair, le Nasdaq, la plupart des gens en ont déjà en portefeuille, donc il n'y a pas forcément de raison d'en accumuler de façon agressive immédiatement. Moi, si je devais me fixer un horizon, ça serait plutôt à cet été pour revenir sur ce type de valeur, parce que on aura probablement connu avant ça le pic d'inflation par effet de base d'une année sur l'autre. Donc je pense que les marchés obligataires devraient se calmer à cet horizon et que du coup, l'intérêt de se reporter de nouveau assez agressivement sur les valeurs de croissance aurait un sens à cet horizon. C'est au moment du pic d'inflation, quand on sera au sommet, vendez la nouvelle, au sommet de la bosse d'inflation. Ou achetez la nouvelle. Et en plus, ça fera presque 9 mois que vous aurez eu l'occasion de tourner, de rééquilibrer vos pauses, puisque l'annonce du vaccin, c'était en novembre. On a eu le temps de rééquilibrer les portefeuilles à ce moment-là. Donc, près de 9 mois de rééquilibrage de portefeuille avec du cash qui rentre, donc qui va directement sur les valeurs cycliques et value. À l'horizon de l'été, moi je verrais bien de nouveau une phase où les taux s'apaisent et du coup il faut se repositionner sur les marchés et là sur l'intégralité du marché, y compris les valeurs de croissance. Mais
Mais en attendant ce moment, vous dites c'est quand même la partie cyclique qu'il faut continuer de privilégier stratégiquement, pour quelques mois en tout cas. Si je fais du pointillisme, il peut y avoir une phase encore intermédiaire d'ici là, c'est la phase de publication des résultats trimestriels, qui fait que les entreprises décotées et cycliques, qu'on vient d'acheter de façon très agressive et qui viennent d'avoir des parcours spectaculaires, vont être confrontées à leurs résultats, qui sont, à la réalité, qui sont très mauvais. Ouais. Ça sera pas une surprise. Et à leur perspective. Et leur perspective, il va falloir rassurer le marché. Et à l'inverse, les valeurs de croissance, les GAFAM et autres, vont vous confirmer qu'elles ont des résultats absolument fabuleux, qu'elles ont une capacité à créer de la trésorerie qui est très très impressionnante et qu'elles ont toujours une perspective de croissance fabuleuse. Elles sont en situation de monopole ou quasi-monopole, donc elles sont dans des circonstances extrêmement confortables. Donc ça va vous être rappelé. Donc il peut y avoir une petite phase de mini-rotation, prise de bénéfices des valeurs cycliques vers les valeurs de croissance provisoirement pendant la phase de publication des résultats. Après ça, de nouveau, je pense, un repositionnement plutôt pour rejouer le déconfinement, l'économie qui s'ouvre. Donc on continue de se positionner sur les valeurs cycliques. Et une fois qu'on a atteint le pic sur les taux d'intérêt, vous vous repositionnez à ce moment-là sur les valeurs de croissance et vous vous laissez porter par l'ensemble. Bon. Messieurs, on a le communiqué de la Réserve fédérale américaine. Vincent Lequertier, on parlait de cette médiane 2023 qui ne bouge pas. Il y a alors 7 membres sur les 18 officiels de la Fed qui voient au moins une hausse de taux en 2023, mais ce n'est pas suffisant pour faire bouger la médiane. Et donc, au global, on a une Fed évidemment qui ne change rien à sa politique monétaire aujourd'hui et qui nous dit c'est un statu quo au moins jusqu'à cette année 2023, à travers cette année 2023. Il fallait 9 membres. Il fallait 9 membres pour faire la bascule, donc voilà, vous avez la réponse. Bon, ça ne change rien, effectivement, le communiqué. La Fed, évidemment, qui ne modifie pas son programme d'achat à ce stade. Il faudra suivre la communication de Jérôme Powell tout à l'heure. Je ne sais pas, Vincent Genzi, s'il y a des commentaires à faire là, sur le communiqué de la Fed en tant que tel. Bon, j'imagine que les prévisions, les perspectives de croissance, d'inflation sont revues à la hausse, fortement, notamment pour cette année. Mais ça n'est pas une surprise. C'est déjà dans le marché, Vincent. Oui, bien sûr. La Fed était en retard par rapport aux estimations des économistes. Donc là, elle revoit à la hausse à 6,5 pour 2021. Bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est déjà ce qui était attendu par les économistes de marché. Mais bon, par contre, elle ne parle pas de tout le reste et de ce qui se passe sur le marché. Alors, elle précise aussi un petit peu sur l'inflation. L'inflation devrait s'accélérer à 2,4 en 2021, puis se stabiliser à 2 en 2022 et 2,1 en 2023. Donc, elle est aussi en train de dire, vous voyez, puisque je vous ai dit que j'allais être tolérant, même si je vois une inflation à 2,4, c'est pas pour ça que je vais changer d'avis. Ouais. Donc il y a quand même peut-être, on va voir comment les marchés prennent ça en compte, mais il y a quand même un petit élément pour rassurer, en disant, voyez, même si l'inflation montait à 2,4, je vais pas paniquer. Bon. On voit des taux américains, alors on était proche de 1,70, on est autour de 1,65, 1,66 sur le 10 ans. On voit le dollar qui rebaisse un petit peu, ce sont des micro-mouvements voilà, que je commente au moment où le communiqué de la Fed a été publié, puis le Nasdaq qui perdait un peu plus de 1%, qui ne perd plus que 0,4, 0,5% actuellement. Donc voilà, le marché est en train de digérer ce communiqué de la Fed. En attendant, Jérôme Powell tout à l'heure, Vincent Genzi, gardez la parole. Il faut être toujours constructif sur les actions. Plus précisément, est-ce qu'il y a des paris à faire? Est-ce qu'il y a des biais à prendre, géographiques, sectoriels toujours? On parle beaucoup du retard de l'Europe, vous l'avez dit d'un mot, mais retard sur tous les plans, sur le plan de la vaccination, sur le plan de la reprise de croissance économique. On a des États-Unis qui vont revenir à leur niveau de richesse d'avant-crise dans les prochaines semaines, là, au cours du premier ou deuxième trimestre de cette année. Les États-Unis qui reviendront même sur leur trajectoire de croissance d'avant-crise, peut-être l'an prochain, alors que pour la zone euro, cette perspective est encore très très loin. Sur le plan boursier, on a quand même vu que l'Europe avait fini par rattraper là aussi son retard et effacer la crise pandémique. Est-ce que, d'un point de vue de l'investisseur, est-ce que c'est une bonne opportunité toujours, le marché action européen, ou est-ce qu'il ne faut pas être aussi focalisé sur l'Europe que par rapport aux autres zones, Vincent ? Alors, il faut quand même constater que l'Europe n'a pas encore rattrapé son retard
qui remonte à plusieurs années sur les États-Unis, mais que depuis quelques semaines et quelques mois, elle suit quand même bien le mouvement. Alors que tout le monde sait très bien que le décalage économique ne va pas se résorber tout de suite, que le décalage sur le plan vaccinal ne va pas se résorber non plus tout de suite. Donc il faut trouver une autre raison pour acheter l'Europe. La raison pour laquelle on achète l'Europe, c'est une question de composition de marché et de valorisation. Vous savez qu'en Europe, le poids de tout ce qui est titre cyclique ou value est beaucoup plus important qu'aux États-Unis, compte tenu de l'absence de ces grands GAFAM qui représentent 25, 30 ou 40% de certains indices américains. Donc on a une sensibilité en Europe qui est beaucoup plus importante sur la croissance mondiale, sur laquelle on n'a pas de doute, parce que la croissance émergente, elle sera là, et la croissance américaine, elle sera là. Donc, si on joue les actions européennes, c'est pour jouer la sensibilité à la croissance mondiale. Premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi pour jouer la sensibilité à la remontée des taux. Vous avez le poids des banques et des financières en Europe, qui est également, et en zone euro, qui est également beaucoup plus important. Comme en Europe, même si les taux ne remontent pas beaucoup, le secteur financier sur le plan boursier est très sensible. C'est celui qui est le plus sensible à la remontée des taux longs américains. C'est également un moyen de se protéger contre la poursuite de la remontée des taux, d'acheter des banques. On n'achète pas des banques parce qu'aujourd'hui, on préfère avoir une banque plutôt qu'Amazon ou Microsoft. Non, on achète une banque parce qu'elle n'est pas chère et que si les taux remontent, elle se comportera mieux peut-être que Microsoft ou Amazon. Et il y a une chance, Vincent, il y a une chance que les taux européens remontent un peu dans le sillage des taux américains. La BCE semble vouloir éviter cet effet de diffusion. Mais bon, que les taux longs remontent un tout petit peu, on l'a vu. Mais c'est l'épaisseur du trait. La seule chose, c'est quand on est sur des taux qui sont négatifs et qu'on passe de moins 40 à moins 0,30, ça fait quand même quelques petites pertes sur des portefeuilles obligataires, même si ce n'est que 10 centimes. Alors que quand les taux américains passent de 1,60 à 1,70, ça ne fait pas du tout les mêmes pertes sur un portefeuille obligataire. Donc il y a une sensibilité plus importante en Europe compte tenu du fait que les taux sont très bas et négatifs. Si vous me suivez. Oui, très clair. Et je pense que c'est aussi pour ça que la BCE est attentive. C'est que premièrement, on a une bonne partie de la zone euro qui souffre encore, donc il faut que les conditions de financement restent très faibles. Et puis il y a également cette sensibilité à la remontée des taux en Europe qui est très importante compte tenu du niveau qui est très bas. Je pense que c'est pour ça que la BCE a indiqué qu'elle serait vigilante et qu'elle continuerait à accentuer son programme d'achat si c'était nécessaire. Maintenant, si on revient sur l'investissement et ce qu'il faut faire, je l'ai dit, moi je pense qu'on est toujours dans un marché porteur sur le plan des actions, et je suis assez d'accord que pour l'instant, il serait assez logique de voir la composante cyclique des marchés, la composante value, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui continue à rattraper son retard, parce qu'on est loin d'avoir retrouvé le retard que l'on avait. On n'a même pas retrouvé l'équivalence qu'on avait en début 2020. La croissance est encore bien plus haut et la value est encore bien plus bas. Pareil pour les cycliques. Donc il y a encore du rattrapage relatif à faire entre la value et la croissance. Et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va s'arrêter au mois de mars quand on aura les résultats ? Je ne suis pas certain. Je pense que ça s'arrêtera quand l'Europe, en tout cas, aura commencé à montrer qu'elle aussi sort de la difficulté, qu'on aura suffisamment vacciné et que on commence à avoir pour l'Europe à peu près les mêmes perspectives, toutes choses égales par ailleurs, que ce que l'on a sur les États-Unis. Donc ça, je le mets plutôt quelque part à l'automne. Quand on aura les indices ISM européens qui se baladeront aux alentours de 55, comme aux États-Unis, là, le fait, ce sera peut-être accompli. Et c'est peut-être là qu'il faudra se dire, OK, là maintenant, toutes les valeurs cycliques ont beaucoup remonté. Et toutes les valeurs de croissance ont déjà pas mal décoté. On aura peut-être réduit l'écart et on sera peut-être revenu à l'écart qu'on avait avant la crise de 2020. Peut-être que là, effectivement, il y aura une interruption du mouvement. Et d'ici là, je pense qu'on est dans un mouvement qui va continuer en faveur des secteurs décotés, délaissés. Mais, comme on l'a bien vu depuis 15 jours, ce mouvement ne va pas se faire en droite ligne. Le Nasdaq, il a baissé pendant 15 jours et puis il a remonté pendant une semaine. Les valeurs de croissance, elles ont baissé pendant 10 jours, elles ont remonté pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, il va y avoir probablement en permanence ce genre de choses parce que sur le marché, on trouve encore des investisseurs qui aiment bien les valeurs de croissance. Et quand ils envoient baisser de 10%, ils disent tiens, je vais reprendre un petit peu. Donc, ça ne va pas être one way. Mais le sens, à mon avis, va être là, mais ça va être fait de manière
progressive. Et je crois que c'est très bien parce qu'on trouve également des investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers, qui n'ont pas encore réorienté leur portefeuille, qui n'ont pas rééquilibré leur portefeuille. Donc ce que je leur dis, c'est que si vous n'avez que des valeurs de croissance, chaque fois qu'elles sont mieux orientées, qu'elles rebondissent un petit peu, vous écrêtez un petit peu celles-là qui sont restées chères. Toutes ne sont pas chères, il y en a qui ont déjà des côtés, mais il y en a qui sont restées chères. Il y a encore des bulles parfois sur certains éléments de la cote dans toutes les valeurs de croissance. Donc voilà, quand tout ceci remonte fort, si vous voulez alléger un petit peu, faites-le. Et puis, c'est quand vous avez des doutes sur les cycliques qui rebaissent un petit peu. Or, presque tous les jours, on voit des valeurs un peu cycliques qui baissent. Pas forcément toutes, mais il y a de temps en temps soit des petites alertes, etc. Donc il y a matière, si vous voulez, à naviguer, à profiter à la fois des hausses sur les titres qu'on a envie d'alléger et des phases de repli sur les titres que l'on n'a pas encore pour rééquilibrer les portefeuilles. Je pense que le maître mot, c'est surpondérer quand même les actions et avoir une stratégie dans des portefeuilles qui soient plus équilibrés. Et après, ça dépend du point de départ. Si vous n'avez que des valeurs de croissance, c'est sûr qu'il faut se méfier. Et si on n'a que des cycliques, on peut se dire également que des cycliques qui viennent de prendre 50% depuis un an, on peut être en droit d'en alléger un petit peu. C'est évident. Vincent Lecartier, pour conclure avec vous là, sur la stratégie d'investissement, l'allocation. Alors on comprend quand même, le trade cyclique, ça reste stratégiquement ce qu'il faut jouer aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs l'Europe est la meilleure manière de le jouer ? Les émergents ont beaucoup baissé quand même aussi ces derniers temps. C'était la grande histoire, on va dire, des marchés avec la Chine et l'Asie bien sûr l'an dernier, et c'est une histoire qui s'affadit un petit peu là. Alors je pense que les marchés achètent la dérivée seconde, c'est-à-dire la dynamique. L'inflexion de dynamique. En Europe, même si vous avez un trimestre de plus de décalage, de déconfinement des économies et de reprise de l'activité, la dynamique, vous la voyez venir. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas la rater, c'est un éléphant. On est dedans. Voilà. En Asie, par contre, si je caricature les émergents comme étant l'Asie, puisqu'en fait, quand les gens parlent d'émergents, ils regardent surtout ça, et le reste, l'Afrique, l'Amérique latine, pour le moment, ils le délaissent parce que les fondamentaux sanitaires, endettement, devises, enfin, c'est très très compliqué. De toute façon, si on prend Chine, Corée du Sud et Taïwan, on a déjà une bonne partie. 70% des émergents sont représentés uniquement avec l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc le problème est résolu. Donc si je regarde la Chine a relativement peu baissé en termes d'activité l'année dernière, puisqu'elle a même réussi à afficher une croissance positive. Globalement, la zone s'en est plutôt bien sortie, ce qui veut dire que le delta de croissance que vous allez avoir cette année, il sera modéré. Je vais même un cran au-delà. La Chine, aujourd'hui, est dans une situation de croissance qui est peut-être même trop forte. Elle s'inquiète de son endettement, elle s'inquiète de la structure financière de ce qui est détenu par les banques. Elle essaye en parallèle de résoudre un certain nombre de choses au niveau de ses propres GAFAM, c'est-à-dire qu'elle trouve qu'il y a un petit peu de trop de puissance, trop de contre-pouvoir de leur part. C'est plutôt un mini-cycle de deleveraging là, pour la Chine aujourd'hui. Exactement. Donc de mon point de vue, la Chine, ce qu'elle risque de faire, c'est d'essayer de profiter des plans de relance des autres zones, donc se laisser porter par effet domino, mais par contre essayer de faire l'économie, elle, des forces qu'elle pourrait potentiellement dépenser, et même essayer de profiter de l'occasion pour faire le ménage chez elle. Donc si vous regardez au niveau boursier, la dynamique par définition pour moi, elle est nettement moins favorable. Alors éventuellement, les pays périphériques à la Chine, pourquoi pas ? Mais la Chine en tant que telle, je ne suis pas certain que ça soit le meilleur des investissements. Et comme c'est le plus lourd dans les émergents, il faut se méfier du coup des émergents. Et donc du coup, ça nous amène avec un portefeuille très européen et très américain. Du coup, moi je ne change absolument pas mon allocation depuis presque 6 mois, c'est-à-dire un biais américain extrêmement fort et durable sur le Nasdaq, parce que la numérisation des économies, c'est quelque chose... Donc vous faites un peu le gros dos là-dessus. D'incontournable, mais j'ai aucun problème. Le dos rond, pardon. Je suis très à l'aise avec ça. Et l'Europe. Et par contre, les émergents, je reste neutre pour le moment. D'accord. Pour ce qui est de l'Europe, je fais même une précision pour compléter en fait le commentaire qui était fait par Vincent Genzi. Nous, on a une position assez forte sur l'Angleterre. Alors, d'un point de vue sanitaire, ça va être les premiers à s'en sortir. Donc je pense que de ce point de vue, c'est un bon pari. Il y a un effet devise que vous pouvez capter. Et pour rejoindre donc le commentaire de Vincent Genzi, vous avez en plus un intérêt important sur les bancaires, mais aussi sur les
matières Bien premières. sûr, Et les bien matières sûr. premières, c'est une manière de se protéger contre l'inflation. Et en Europe, globalement, vous avez beaucoup de présence des matières premières pétrolières, métaux et autres. Donc c'est un point très intéressant dans les allocations. Le marché boursier britannique qui pourrait être la star de cette année 2021 en Europe, J'en serais pas surpris. post-Brexit. J'en serais pas surpris. Ah, ce serait une sacrée leçon. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux. Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, qui est à mes côtés en plateau. Merci beaucoup, Vincent Genzi, de nous avoir accompagnés par téléphone pendant cette discussion de marché, stratège de Cholet-Dupont, avec, je le rappelle, une décision de la Fed qui maintient un statu quo, évidemment, sur sa politique monétaire actuelle et qui ne montre pas de volonté de hausse de taux à horizon 2023. Là aussi, c'est une forme de statu quo de ce point de vue-là, alors que le marché lui anticipe jusqu'à présent quelques hausses de taux à partir de l'année 2023. Le processus de réconciliation entre la Fed et les marchés, donc, va continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochains trimestres. Voilà pour cette discussion de marché, Planète Marché. Et dans un instant, le quart d'heure thématique, on parle biodiversité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à la biodiversité. Et on en parle avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Bonsoir. Ravi de vous voir dans ce studio pour parler donc de ce thème de la biodiversité. Je rappelle Ociam qui est une maison, alors c'est... La valeur d'Ociam dans l'industrie de l'asset management, c'est l'idée de construire des ETF intelligents, on peut le dire comme ça, c'est ça le smart beta, hein, c'est un peu le jargon technique qui définit votre activité. Et donc, vous avez lancé un ETF intelligent autour du thème de la biodiversité. Vous allez nous expliquer effectivement ce qu'on trouve dedans, mais déjà peut-être partons du niveau supérieur. Comment est-ce qu'on définit la biodiversité ? Intuitivement, on comprend à peu près tous de quoi on parle, la nature, la faune, la flore, mais quand on est sur les marchés, on a besoin quand même de définitions communes qui fassent consensus sur lesquelles on puisse s'appuyer, Carmine. C'est quoi la définition de la biodiversité ? Oui, tout à fait, puisque on comprend, comme tu dis, on comprend bien ce que c'est, mais de là à arriver à des choix de portefeuille, exactement. Le chemin est très très long. Oui. Alors, je pense que peut-être le plus simple, c'est d'aller voir la définition précise qu'ont donne les Nations Unies. Donc, biodiversité, c'est vraiment l'accent sur le concept de diversité, donc diversité génétique, diversité des espèces, animales, végétales, diversité des écosystèmes. En gros, c'est cette diversité qui permet à la vie humaine d'être possible sur Terre. Et donc c'est ça qu'on doit préserver, puisque c'est à la base de notre vie, de notre activité économique. Le WEF, le World Economic Forum, estime que la moitié du GDP mondial dépend directement de la biodiversité. Je peux faire des exemples très simples. Ah oui. Voilà, un agriculteur qui produit du bleu ou du riz dépend des pollinateurs et donc des petits insectes. Donc, pas mal d'activités corps en amont dépendent de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est un thème crucial à mettre en avant dans les processus d'investissement. Effectivement. On a beaucoup parlé du climat, on parle beaucoup du climat. Ça a été le grand sujet de ces dernières années et des années à venir, bien sûr. Et là, le thème de la biodiversité est en train d'émerger, évidemment, à travers la finance responsable. C'est-à-dire que l'idée, concrètement, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont avoir l'impact le plus large possible sur l'écosystème, sur la diversité de l'écosystème biologique, sur la biodiversité, pour dire les choses. Comment est-ce qu'on va mesurer ça ? Est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent, comme on a pu mesurer l'empreinte carbone d'une société, est-ce qu'on arrive à mesurer l'empreinte d'une entreprise sur son écosystème naturel ? C'est justement ça la difficulté, c'est que pour le climat, heureusement, on a eu une métrique qui s'est affirmée tout de suite, la tonne de CO2, qui est... Alors, je ne veux pas vexer ceux qui s'en occupent, mais c'est relativement simple à maîtriser, à calculer, puisque une tonne de CO2 produite en France, au Brésil ou en Chine, l'effet est le même. Donc, c'est facile de comptabiliser. Alors, quand il s'agit de biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça a un peu freiné, quelque part, l'intégration de la biodiversité dans les processus d'investissement, puisque, concrètement, comment on la mesure ? Alors, aujourd'hui, vous avez... Alors, les catégories, c'est déjà un peu compliqué, mais ça aide quand même à fixer les idées. Vous avez deux façons de faire. Donc, une façon qui est un peu, entre guillemets, niche, dans laquelle l'objectif est vraiment d'aller restaurer de la biodiversité. Donc, c'est plutôt des projets, souvent c'est de la philanthropie, montrer qu'une voie alternative est possible. Mais après, on peut avoir
un impact beaucoup plus important en utilisant le levier quelque part, donc le levier pas financier, mais disons l'échelle que les grandes entreprises peuvent avoir, celles qui veulent vraiment s'engager. Et donc aller chercher de l'impact à travers des sociétés qui maîtrisent le sujet, qui sont convaincues que c'est un sujet important pour elles et qui envoient aussi les opportunités, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous, on a souhaité le faire dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Donc tu disais bien la référence au climat. Ouais. Quand on parle de climat, on pense toujours à l'énergie, aux utilities, Bien aux sûr. entiers. C'est aussi un sujet pour la tech, mais fondamentalement, c'est là qu'il faut résoudre les problèmes. Dans la biodiversité, le gros sujet, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. 60% des pertes sont attribuables à ce secteur-là. Oui, c'est ça. Toutes les externalités négatives liées à la biodiversité viennent de ce secteur, enfin c'est même plus qu'un secteur, mais de ces activités liées à l'agroalimentaire au sens très très large. C'est ça, Carmine. Exactement. Et la métrique, du coup, qu'on va utiliser, c'est une métrique que on estime, on pense, on croit, on espère aussi que va être l'équivalent de la tonne de CO2 pour le climat. Donc c'est le MSA, donc le mot en anglais c'est Mean Species Abundance. C'est en gros une sorte de l'abondance moyenne des espèces. C'est une métrique qui est compliquée à calculer mais très simple dans le concept. C'est de dire, alors je vais faire peut-être un exemple bien sûr, mais ça va peut-être aider. Alors je suis une entreprise qui construit des autoroutes, je vais construire une autoroute qui coupe en deux une forêt. Bon, c'est pas très bien, mais voilà. Ça arrive. Ça arrive parfois, trop souvent. Ouais. Alors, mon impact sur la biodiversité ne va pas être forcément le petit bout de terrain que je vais priver la forêt, donc des arbres, etc. Parce que ça, c'est minime. L'impact, ça va être beaucoup plus important. Et donc, on va mesurer cet impact par rapport à l'état naturel, l'état non disturbé, et l'état après. Et donc, c'est cet impact-là qu'on va pouvoir retracer au sein des entreprises du secteur agroalimentaire. Ouais. Mais c'est-à-dire que du coup, ça demande du temps de faire ce calcul, cette approche-là. C'est-à-dire comment est-ce que l'environnement naturel se serait comporté s'il n'y avait pas eu cet impact humain d'une certaine manière. Exactement, c'est ça, exactement. Et ça explique aussi pourquoi. Alors, nous, on a souhaité aussi, pour des raisons un peu philosophiques et de culture d'entreprise, de de se adresser au secteur agroalimentaire. Mais il y a aussi des raisons un peu historiques. C'est que c'est une donnée compliquée à calculer. Pour faire simple, c'est combien ça coûte en biodiversité 1 kg de viande de bœuf ou alors 1 kg de riz. C'est compliqué à calculer. Ça ne suffit pas juste de savoir quel est le revenu de l'entreprise, où est-ce qu'elle est implantée. Donc c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a des modèles dans la littérature académique, mais qui est pour certains secteurs. Évidemment, les secteurs qui sont les plus importants, donc l'agroalimentaire, l'énergie. Et donc nous, on utilise ce type de modèle, des données très granulaires et des impacts chiffrés sur le changement d'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution, etc., pour arriver à un chiffre qui vous dit telle entreprise va avoir un impact sur la biodiversité de temps, MSA. Ouais. Et ces entreprises, vous allez nous donner quelques exemples, moi ça m'intéresse beaucoup, mais ces entreprises, dans toutes les informations ESG, tous les indicateurs qu'elles fournissent justement aux investisseurs, elles prennent en compte aujourd'hui ces indicateurs de biodiversité des grandes multinationales. On va parler, j'imagine, de très grands groupes dans l'agroalimentaire ou liés à l'agroalimentaire, donc des noms forcément très connus, en plus des marques peut-être d'enseignes très connues. Ce sont des indicateurs qu'elles sont capables de fournir aujourd'hui, ces entreprises Alors aujourd'hui, Carmine, pas vraiment être en mesure de communiquer l'indicateur final, donc quel est mon impact sur la biodiversité. Alors, elles le sont de plus en plus obligées sur le climat. Donc, publier sa propre empreinte carbone, après, il faut toujours être sûr qu'elle est consistante, puisque, je fais juste une petite parenthèse, l'entreprise va publier normalement son empreinte carbone à elle. Oui. Et ne va pas publier l'empreinte carbone. Il y a toute la chaîne de valeur, Exactement. il y a toute la supply chain derrière. Exactement, tout ça, il faut l'intégrer. Alors, sur la biodiversité, encore plus compliqué, puisque... Alors là, le problème, il est plutôt à l'inverse, c'est que si vous êtes à la fin, donc si vous êtes une chaîne de restaurants, en général, votre empreinte de biodiversité est faible, puisque vous avez juste vos magasins. Mais l'empreinte est en amont chez l'agriculteur. Et donc, ces données-là n'existent pas. Donc, l'idée, c'est aussi qu'avec plus de transparence et le standard qui peut s'affirmer sur cette métrique deviendra quelque chose au même titre que l'empreinte carbone. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais par contre, on peut le calculer, puisque c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, de la chimie, à partir de données très simples. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, prenez une entreprise comme McDonald's, ce qui m'intéresse, c'est combien de viande a-t-elle consommé sur une année. Prenez une entreprise comme Danone, combien de lait a-t-elle eu besoin de produire, transformer. Et donc, c'est aller chercher vraiment des données compliquées. Ça prend du temps. C'est pour ça aussi que le secteur agroalimentaire se prête bien, parce qu'avec un nombre très limité de sociétés,
mais avec le potentiel d'avoir Mais on un a un impact très fort. Exactement. Justement, alors je sais pas, vous avez cité Danone, McDonald's. Est-ce que dans le produit que vous avez conçu chez Osiam sur ce thème de la biodiversité, est-ce qu'on trouve des entreprises comme Danone et McDonald's? Alors, on se retrouve, Carmine. On se retrouve avec des noms qui sont quelque part un peu communs dans les bonnes gestions ESG, puisque ce sont des entreprises qui ont intégré depuis très longtemps la dimension de durabilité. Alors, vous avez évidemment Danone, vous avez Unilever aussi, qui fait un travail remarquable avec sa supply chain. Vous avez, dans notre fond aussi, des entreprises qui sont plutôt très très faibles en biodiversité, puisqu'ils sont sur un créneau qui est très light, par exemple l'aquaculture. Donc, on sait que c'est très efficient de produire de la protéine avec l'aquaculture, donc vous en avez beaucoup. C'est souvent des petites entreprises, vous ne trouvez même pas dans les indices. Alors, les Norvégiens, ils sont plutôt, plutôt à l'avant-garde. Oui. Et puis vous avez des entreprises qui peuvent avoir un impact très très important. Alors là, par exemple, 2 exemples, moi j'aime bien toujours donner, c'est Beyond Meat et McDonald's. Alors, pourquoi Beyond Meat, pourquoi McDonald's? Puisque finalement, voilà, ce sont deux Beyond entreprises. Meat, c'est le steak végétal. Exactement. Ça fait un carton, on en a beaucoup parlé. C'est la plus grande entreprise cotée sur ce créneau. Donc, il y en a beaucoup plus derrière elles, elles sont encore petites. Alors, ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, le steak à base de protéines végétales est déjà un produit qui est commercialement très, très compétitif. Vous pouvez le trouver dans votre supermarché, aucun problème. Et moi, je vous assure, il est très, très bon. Par contre, voilà, on peut aller même plus loin. Donc aujourd'hui, il y a des startups en Israël, en Singapour. D'ailleurs, à Singapour, ça a été approuvé fin décembre. Aujourd'hui, dans un restaurant, vous pouvez manger de la viande produite en laboratoire. J'ai vu ça. Ce qui est encore autre chose. C'est encore autre chose. En termes environnementaux, c'est du poulet, je crois. C'est ça qui a été reproduit en laboratoire. Exactement. Donc les experts estiment que d'ici à 2030, on aura une solution pour des morceaux de viande simples. Donc ça va être compliqué d'imiter la côte de bœuf. Par contre, pour tout ce qui est le burger, les dos de poulet, ça va être facile, faisable, et l'impact environnemental va être colossal. Aujourd'hui, l'agriculture pèse un quart des émissions, 70% d'utilisation de l'eau. Et donc, pour revenir à l'exemple de Beyond Meat et McDonald's. Donc, Beyond Meat, la production de burgers à base de protéines végétales, l'impact est très important, puisque vous divisez par 6. Il n'y a plus d'élevage, oui, exactement. Bien sûr. Donc, et produire du végétal, c'est beaucoup plus efficient. Le problème est que Beyond Meat peut produire autant de burgers qu'il veut. Il faut bien quelqu'un qui les place, qui les vende partout dans le monde, et pas seulement dans les quartiers, disons, riches, dans les pays riches. Donc, un peu partout dans le monde. Qui peut faire ça? Qui a l'impact d'aller faire baisser massivement l'empreinte sur la biodiversité? Une entreprise comme McDonald's. Et combien de McBurgers, combien de burgers sont vendus avec un steak à base de protéines végétales qui remplace les protéines animales? L'accord qui McDonald's a signé, mais ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, n'importe quelle chaîne. Oui, McDo, c'est l'emblème. C'est l'emblème, mais tout le monde est déjà très actif sur ce créneau. L'accord qu'ils ont passé prévoit qu'à horizon 2025, ils devraient se retrouver avec à peu près un tiers vendu. Dans certains pays, ils vont peut-être aller beaucoup plus vite, puisque, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le train de fond. Vous avez un consommateur, surtout en Europe, de plus en plus aux États-Unis, riche, mais qui est très sensible à ces sujets. Il comprend quelle est son empreinte biodiversité et carbone. Il va aller sur des produits différents, sur des produits laitiers, des œufs, de la viande. Donc ça, c'est un consommateur riche qui est capable de payer un premium sur des produits différents. Et ces entreprises-là, ils connaissent leurs clients, ils vont être les premiers à être présents. Et donc l'impact, là, il est visible, il est mesurable. Et nous, on souhaite le coupler aussi avec de l'engagement. Donc ça ne suffit pas de ne pas investir, il faut investir et pouvoir aller dans la bonne direction. Merci beaucoup, Carmine. Merci d'être venu nous éclairer sur ce thème de la biodiversité. Ce sera sans doute un des grands thèmes des prochaines années, comme le climat l'a été jusqu'à présent et le restera aussi, je vous rassure. La transition énergétique est encore à faire devant nous et la biodiversité qui devient un thème de marché aujourd'hui avec vous. Carmine De Franco, le responsable de la recherche d'Osiam, était l'invité de Marché à thème sur Bismart ce soir avec nous. On se retrouve demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.